C'est le volume, le nombre d'heures d'entraînement, c'est proportionnel à la progression, c'est magique. Je me levais des fois à 6 h du matin, j'allais courir, après j'allais en cours et je disais pas à mon père. C'est ce qui a fait que ma progression elle a toujours été linéaire, c'est que mon père a toujours fait en sorte que ce soit progressif. Plus ils font de l'athlétisme, plus ils font de la course à pied et tout, plus ils ont un peu un sentiment de sacrifice, de concession par rapport à la nutrition. Moi, je l'ai pas ça. Je laisse porter, je rêve, je suis un rêveur en course. C'est peut-être ça qui m'a valu plusieurs abandons, mais j'ai envie de le garder ce truc-là parce que c'est ce genre de truc qui m'a fait vivre peut-être ma plus belle course sur semi. Et salut les sportifs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo tournée à la NTV Training Center. Aujourd'hui, on a pour invité Moustapha Salmi et la question va être simple. Comment est-il passé de 38 minutes au 10 km à moins de 30 minutes au 10 km de 2017 à 2024? Donc les sportifs, installez-vous confortablement. On est parti pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo avant que celle-ci commence. C'est parti. Alors moi je m'appelle Moustapha Salmi, tout le monde m'appelle Mousse. Aujourd'hui j'ai 25 ans, il n'y a pas si longtemps. Et je suis coureur, 10 km, semi-marathon, steepler à mes heures perdues aussi. Et j'ai un record en 1h04 sur semi-marathon, 29 minutes 50 sur 10 km et 8 minutes 43 sur steeple. J'ai commencé à courir réellement à 17 ans. C'était en première ou terminale? Non, c'était terminale. C'était les vacances entre la première et la terminale. Et donc assez tard en vrai, mais j'avais des petites aptitudes. J'ai réussi à me qualifier au championnat de France sur steeple en deuxième année junior. C'est pas incroyable, hein, mais c'est quand même bien. C'est un bon début, on va dire. Où je crois que j'avais fini 14e à ces championnats de France junior. Et après, j'ai continué à m'entraîner comme ça. Tu faisais quoi avant pour avoir cette aptitude? Je faisais du tennis. En fait, moi, mon but dans la vie, avant pas aujourd'hui, c'était de devenir professionnel au tennis. Donc, j'ai fait toute ma jeunesse en sport-études tennis. Au début, j'étais en Algérie et après, je suis arrivé en France. Et là, j'étais dans un collège sport-études. Après, j'étais dans un lycée sport-études. Et dès que j'ai arrêté le sport-études tennis, je me suis mis à courir réellement. Donc, on va revenir avec ton temps de 34 minutes à l'époque sur 10 km. J'ai vu cette affiche FFA. Ouais, même le premier c'était plus. 34, ça doit être l'officiel, mais le vrai premier, parce que c'était un 10 km en plus avec plein de dénivelé et tout, mais c'était horrible. Je crois que j'avais fait même 38 minutes. Hein. Okay. En vrai, je viens de m'en rendre compte, hein, mais c'est vrai que c'était pas 34 minutes. 34 minutes, c'était, je pense que celui que tu l'as, c'est celui d'Évreux, mais pas du tout. J'avais fait 38 ou entre 38 et 36. Et j'étais dégoûté de cette épreuve au début. Mais en vrai, mon père, en fait, moi, c'est mon père qui m'entraîne. Il n'a jamais voulu réellement que j'aille sur 10 km dès mes premières années. Il m'a dit genre, viens, on s'entraîne sur du court, sur du 1500. J'ai fait du steeple, du 2000 steeple quand j'étais jeune. Et le 10 km, c'est aujourd'hui que c'est devenu un peu un truc bien prisé. Avant le 10 km, je parle comme si j'étais trop âgé et un ancien, mais c'est vrai que le 10 km avant, c'était pas l'épreuve qui est aujourd'hui, tu vois. Aujourd'hui en France, c'est le 10 km, tu vois. Il faut que je cherche mon carnet d'entraînement parce que j'avais un carnet d'entraînement à l'époque, mais de ce que je me souviens, j'avais pas un gros kilométrage. Enfin, à cette époque-là, si, parce qu'aujourd'hui, 100 km, c'est rien pour tout le monde. Mais à cette époque-là, moi, je pense que je faisais 80, 90, avec des doublettes parfois. Et j'étais encore, je sais pas si c'était au lycée. Au lycée, ouais. Au lycée, j'allais, je me souviens, je me levais des fois à 6 h du matin. J'allais courir, après j'allais en cours. Et je disais pas à mon père. Vraiment, je me réveillais hyper tôt. Et je sortais courir et je revenais, je me douchais, je faisais comme si de rien n'était. Et je disais pas à mon père, c'était mon entraîneur, mon père. Et du coup, je lui disais pas. Et en vrai, ouais, je pense que je faisais pas mal de kilométrage, mais niveau séance, c'est ce qui a fait que ma progression elle a toujours été linéaire. C'est que mon père a toujours fait en sorte que ce soit progressif. Et du coup, au début, je pense que je faisais maximum 10, 12 fois 400. Et moi, quand je voyais ça, mais
c'est beaucoup, 10, 12 fois 400, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, tu me dis 10, 12 fois 400, mais je me dis, mais ouais, il se fout de ma gueule, là. Ouais, vraiment. Aujourd'hui, je suis plutôt à 150. Il y a eu un doublage quasiment, même si aujourd'hui, je tends à aller encore plus haut au niveau kilométrage parce que je veux me diriger vers des distances encore plus longues. Et c'est vrai que ouais, le kilométrage, pour moi, ça a été aussi un vrai bienfait et c'est ce qui a fait aussi que j'ai progressé. C'est vrai que, mais c'est tout le temps des jauges à bien utiliser niveau intensité et volume. Je pense qu'à l'époque, je faisais beaucoup plus d'intensité et le volume qu'aujourd'hui je fais, il est plus dilué, on va dire, dans des footings plus faciles, dans des séances plus longues mais moins intenses. Ouais, quand j'ai fait mes 29 sur 10 km par exemple, je pense que non, à cette époque-là, j'étais plus autour de 130-120. Mais parce qu'on était en train de travailler du court par rapport à quand on travaille du semi où là on monte plus à 150. Et tu penses que là, ce volume, comme tu disais, si on l'augmente progressivement, ça peut être une clé de progression? Bien sûr, ça peut être une clé de progression, une clé de blessure aussi, ça faut faire attention. Mais oui, c'est sûr qu'à un moment donné en athlétisme et en course à pied, c'est le volume, le nombre d'heures d'entraînement, c'est proportionnel à la progression, c'est magique. La façon dont on réfléchit avec mon entraîneur, c'est on essaie d'être progressif, de monter de plus en plus, d'essayer de faire nos vraies séances comme on le fait pour préparer par exemple un 10 km. Si on en fait trop, ça se verra directement sur ma fatigue et là on dit oula, là on est allé un peu trop haut, on descend juste un peu. Si on voit que se descendre un petit peu, je suis bien, on va pas remonter après. On se dit bon, là on a atteint le truc bien. La plupart du temps, ouais, ça arrive comme ça, c'est plutôt on monte, oula, fatigue, redescend, bien. Et les syndromes de fatigue, on va dire, c'est quoi qui est les alertes? Ah, la fatigue, vraiment une fatigue. Ouais. Moi, c'est pas des blessures, c'est pas. Moi, c'est vraiment, je le ressens directement en mode fatigue, pas fatigue, genre tu dors tout le temps. C'est fatigue, t'arrives pas à dormir parce que t'es fatigué. Et ouais, musculairement, t'es plus éteint et tout. Et c'est vrai que c'est un équilibre à essayer de trouver. En fait, il faut que tu arrives à arriver sur les séances frais. Si tu arrives sur les séances déjà, je suis mort. Là, c'est mort. Là, ça veut dire que tu en as trop fait, je pense. Et donc, on va parler un peu de footing, et l'allure un peu, sachant que ça prend quand même une grande partie ouais, quasiment 80%, je pense. Pour toi, c'est combien à peu près footing, ouais, je pense que fractionné, sortie longue? Ouais, en vrai, sortie longue, moi je la mets dans footing et c'est 80%, même parfois plus. Parce que moi, quand je faisais même 29, je faisais, je crois, peut-être 2 intensités, un footing rapide et c'est tout, tu vois. Et du coup, ouais, ça fait 80%, je pense, de mon kilométrage, c'est des footings. Ok. Et est-ce que sur tes footings, tu te bases comment? Sur la sensation? Tu utilises un peu Coros aussi, que tu utilises pas mal. Qu'est-ce que tu fais pour rester dans les bonnes zones? Quand je suis au niveau de la mer, je mets mon brassard quand même, juste pour m'amuser. Je trouve ça sympa et tout, et même voir comment t'agis, tu vois la progression par rapport à la veille. Pas la veille forcément parce qu'on ne progresse pas d'un jour à l'autre, mais plutôt genre par exemple si je fais une séance de seuil à 2 semaines d'intervalle, je vais voir est-ce que à 160 battements par minute, je suis peut-être un peu plus rapide ou un peu plus lent, est-ce que c'est de la fatigue, est-ce que c'est pas mal, mais c'est plus important encore ici en altitude parce qu'en altitude, tu sais pas parfois comment ton corps va réagir et il faut connaître les petits signaux dès le début. Ou là, un footing, d'habitude je suis en 130 battements par minute, là je suis à 150, c'est pas normal, il faut réduire, s'acclimater un peu plus et tout. Mais sinon, moi, personnellement, c'est beaucoup à la sensation. Genre je regarde jamais, je me dis jamais ouais j'ai passé tant de temps dans cette zone, ce footing là faut que je le fasse dans cette zone là. Non, j'y vais. Ouais, il y en a beaucoup qui utilisent l'HRV. Des trucs comme ça. Moi, j'aime bien dans ma montre, c'est le sommeil, parce que le sommeil c'est très important et je sais que moi quand je dors mal, je suis pas bien. Du coup, parfois même tu as l'impression que tu as bien dormi, tu dors beaucoup longtemps, mais tu n'as pas le sommeil profond.
Et c'est le sommeil profond vraiment qui répare et qui est bien. Et du coup, ma montre, elle me le dit. Et là, à ce moment-là, je me dis, oula, aujourd'hui, j'ai pas trop eu de sommeil profond. Faut que je fasse une sieste. Tu vois, vraiment, c'est aussi essayer de gérer par rapport à ça. Le sommeil, ça peut être anxieux, hein, je le sais, pour pas mal de personnes. Par exemple, quand ils savent pas s'ils ont bien dormi ou ils ont mieux dormi, bah, c'est pas grave, en fait, ils font avec. Mais s'il y a une montre qui leur dit oui, tu as mal dormi, en fait, ils vont être anxieux toute la journée. Mince, je vais aller m'entraîner, mais j'ai mal dormi. Et en fait, ça va être comme ça. Moi, je le vois pas comme ça, mais je le vois plutôt comme un outil qui me permet de me dire là, faut que je récupère plus. On va rebondir un peu sur le matériel, l'équipement. Quel équipement tu utilises pour, contrairement en 2017 par exemple, pour progresser? Ouais, bah déjà, oh non, à l'époque, à mon époque, on courait en ballerine. Non, en vrai, à l'époque, je me rappelle même pas, mais c'était pas des chaussures de folie, hein. Mais ce qui est marrant, c'est que je me souviens, c'était peut-être en 2019. En 2019, j'avais un coup de cœur pour des chaussures et c'était des Puma qui font plus. Et c'était une grosse semelle et tout. Purée, j'aime trop cette paire et tout. Ça, je me rappelle bien parce que c'était une paire qui est vraiment restée dans ma mémoire. Et c'est vrai que l'arrivée des paires carbone, des paires avec les mousses nouvelle génération qui protègent bien et tout, c'est peut-être ça aussi qui permet que mon kilométrage il a quasiment doublé. Et aujourd'hui que j'arrive à enchaîner les semaines, comme je l'ai dit. Sans les paires, tu n'aurais pas pu augmenter, doubler autant ou... Je ne sais pas. Ça, c'est vraiment une question très difficile que vous me posez là. Mais c'est parce que, en fait, je pense que le corps est une machine à adaptation. Est-ce que si j'avais pas ces trucs-là, est-ce que mon corps ne se serait pas adapté juste aux chaussures d'ancienne génération et j'aurais peut-être fait autant de kilomètres comme ça? Je ne saurais pas vous dire, je ne suis pas devant. Dans les commentaires, des réponses. Bon, la nutrition, avant, je m'y connaissais pas du tout. Le truc, pourquoi j'y connaissais rien? Parce que j'habitais chez mes parents. Du coup, c'était eux qui géraient ma nutrition et tout. Du coup, moi, je me mettais à table et... Comme beaucoup de personnes. Exactement. Et en fait, c'est quand je suis parti de chez moi, quand j'allais étudier loin de chez moi, c'est là où j'ai commencé à me dire, oula. Au début, j'ai fait une grosse gaffe parce que je me suis retrouvé anémié de tout parce que je mangeais que des pâtes parce que j'aimais ça, j'aime trop les pâtes. mais j'aurais pas dû en manger autant et en fait, je mangeais pas assez de viande, je mangeais pas assez de légumes et tout. Et c'est ce qui a fait que j'étais en anémie grave. Et après, ça m'a obligé à m'y connaître un peu plus. Et du coup, ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que je mange très bien. Je donne surtout, moi l'idée que j'ai de la nutrition, c'est que c'est le carburant d'un athlète. C'est que tu dois lui donner ce qu'il faut. Si tu veux que ton corps marche de la bonne manière, qu'il court 150 km par semaine, qui est un truc de fou, il faut que tu lui donnes du carburant, du kérosène, tu vois, celui des et du coup, moi, c'est ça ce que j'aime bien chez moi, la chose dont je suis fier, c'est que tu vois, il y en a qui, plus ils font de l'athlétisme, plus ils font de la course à pied et tout, plus ils ont un peu un sentiment de sacrifice, de concession par rapport à la nutrition. Moi, je l'ai pas ça. Moi, plus je cours, plus j'ai un mental qui me dit « Ah là, il faut que tu manges bien ». Tu vois, vraiment, plus je m'entraîne dur, plus je me dis « Il faut que je fasse vraiment gaffe » et c'est naturel. En fait, mon corps me le demande, je le sais. Tu vois, je le sais que là, j'ai fait une grosse sortie longue ce matin. Il faut que je mange beaucoup aujourd'hui, il faut que je boive beaucoup, il faut que je prenne beaucoup de choses protéinées. Et ouais, je pense que c'est un truc important de bien comprendre que la nutrition, c'est un carburant et non pas un truc qui te permet de perdre du poids, d'arriver à son poids de forme et tout. Quand tu t'entraînes bien et tu manges bien, ton poids de forme, c'est là où il va se mettre tout seul. Il faut pas l'obliger. Faut vraiment donner à ton corps ce qu'il faut et lui, c'est une machine à s'adapter. Il va s'adapter de la bonne manière. Moi, j'ai pas ça. Je pense qu'il y en a qui ont ça peut-être sur les distances plus courtes, on est comme ça. Mais c'est vrai que des 1000
autour de l'allure visée avec 1,30 de récup, quand tu les fais, tu te dis ouais, ça va, je me sens bien. Mais même ça, moi, je suis pas trop dans le. Moi, je suis pas trop dans. Genre, j'ai fait cette séance-là, je vais faire ce chrono-là. Okay. Moi, j'arrive sur une compète, je ne sais même pas combien je vais faire. Okay. Je me laisse porter. Exactement, je me laisse porter, je rêve. Je suis un rêveur en course. C'est peut-être ça qui m'a valu plusieurs abandons, mais j'ai envie de le garder, ce truc-là, parce que c'est ce genre de truc qui m'a fait vivre peut-être ma plus belle course sur semi. Quand j'ai fait à Barcelone 29-51, bon, c'était une course un peu tactique, donc c'était marrant à faire. Mais c'est vrai que j'étais pas là en mode où là ça ralentit, il faut que je réaccélère. J'étais là en mode je vis le moment, j'essaye de faire de mon mieux, de courir cette course comme si tu courais un cross un peu, tu vois. Tu vois, genre tu y vas, tu fais la course avec les autres. Il faut pas oublier que la course à pied, il y a le mot course dedans. Du coup, il faut rester dans son environnement et essayer de faire vraiment la course avec les autres. Et je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on arrive au meilleur chrono possible. Ouais, les sponsors ont eu un gros impact sur moi parce que tu te sens soutenu. C'est vrai que là, tu te sens plus tout seul. Tu as des gens qui croient en toi, tu as des gens qui investissent en toi. Ça peut être une pression. Mais moi, aujourd'hui, je le vis pas comme une pression, mais plutôt comme une chance. Et c'est une chance de ouf. Et du coup, c'est juste une envie de faire le mieux possible. Je sais que avant, moi, il y avait que mon père, ma copine, et on était tous les trois contre le monde un peu, tu vois. Et alors qu'aujourd'hui, j'ai tout un staff, j'ai toute une équipe derrière moi, et même tous les gens qui me suivent, gros cœur sur vous. Et ce qui fait que c'est une chance énorme, et je le souhaite à toute personne d'être autant accompagné. Et moi, ne vous inquiétez pas, j'en profite à mort. Ça me pousse de ouf. Ah ouais, je le sais, je le sens, et c'est vrai que ouais, être professionnel, ça te fait entrer dans une certaine sphère où tu vis vraiment ta passion de la plus belle des manières, je trouve. Genre, je vis ma meilleure vie, sans vouloir. Je te jure, j'aime trop ma vie, ouais. Donc ouais. Moi, ouais, les gens, ils le savent. S'ils le savent pas, c'est monter sur marathon. C'est ce que je veux, c'est ce dont je rêve depuis petit. Et j'ai vraiment envie parce que ouais, c'est une distance qui m'a bercé, c'est une distance que j'ai envie de découvrir. Peut-être je serais trop nul, hein, qui sait, hein, mais j'ai envie de tout tenter pour cette épreuve, vraiment. Et pas tenter, genre dire oui, je vais me tester et après, oh, je suis pas très fort, vas-y, je redescends ou un truc comme ça. Non. Moi, quand je vais tester, c'est je vais dormir sur cette épreuve-là. Je compte vraiment m'installer et essayer d'être vraiment le meilleur marathonien possible. Moi, pas le meilleur. Je suis pas Kipchoge, ça tout le monde le sait, je pense. Mais genre être le meilleur marathonien mousse possible. Vraiment tout faire pour que je fasse mon meilleur chrono un jour. Il y a un chrono un peu symbolique aussi que tu as dans ta tête. Grave, le 2h12. 2h12 de mon père, là, déjà, si je le fais un jour, ce dont j'ai peur, tu vois, parfois, j'ai peur que la flamme, elle s'éteigne un peu, le jour où je ferai meilleur que 2h12. Parce que c'est quand même sa plus belle perf à mon père. Et si je la bats, c'est quand même un peu la flamme qui me retient et qui me fait brûler le cœur, c'est ce chrono-là. Mais non, je pense pas parce qu'il y aura toujours des treks en plus et ouais, moi j'aime trop courir pour ça, je pense, parce que non, je pense pas, mais c'est vrai que aujourd'hui c'est beaucoup dans ma tête cette marque-là. Et en vrai, la vie elle est pleine de surprises et déjà il faut que je le fasse et après on verra ce que ça va donner après. Vas-y, mais là je suis en train de vous dire ouais, la flamme elle va s'éteindre. Hey, faut déjà que je le fasse. Et moi je l'ai même pas fait, je commence à vous parler comme ça. Ouais, c'est parce que tu le vis aussi. Ouais, c'est vraiment un périple, hein. C'est un périple et il faut apprécier chaque moment du périple. J'espère que vous avez apprécié cette interview et cette vidéo, que
j'ai été, vous êtes rentré un peu dans mon intimité, on va dire, mais que vous avez apprécié. Et voilà, c'est Mousse Life, c'est Mousse, et vous pouvez me suivre sur Mousse Life aussi. Et à bientôt, à bientôt, à bientôt, à bientôt. Et moi, je continue à me préparer de ouf. Je vous mets tout en description comme ça. Ah, exactement. Cliquez en bas. Et voilà les sportifs, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, merci à Moustapha Salmi d'avoir répondu à nos questions. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. Ça nous aide énormément à faire évoluer la chaîne et à vous proposer encore plus de contenu. Et on se retrouve bien sûr pour une prochaine vidéo. Allez, ciao c'est sportif.